Difficile de dire qu'Armstrong sera battu au départ de ce Tour 2002. Je dirais qu'en deuxième position, je mettrais Sevilla, troisième l'Éphémère. Bien sûr, Armstrong. En deux, Sevilla. Et en trois, Virenque. Le vainqueur, je pense que ce sera Armstrong, sans trop de problèmes, à moins qu'il ait un incident. Le deuxième, troisième, là c'est beaucoup plus difficile. Il y a des Américains, il y a des Espagnols. Peut-être un Français, il faut y croire. Vous savez que Virenque, même à 50% de ses moyens, sur le Tour de France, il retrouve 150% de moyens et certainement qu'il fera de grandes choses dans la montagne. Et lui, c'est de viser certainement le classement au point. Bien sûr, les objectifs, c'est pour gagner. Pour moi, pour l'équipe, pour les sponsors, pour US Postal, pour le cyclisme aux États-Unis. C'est une plus belle course dans le monde, c'est sûr. Favori unique au départ de Luxembourg, Lance Armstrong affiche sa sérénité en famille. Quelques minutes seulement avant le prologue du Tour. Une opération séduction aussi menée avec Luc, son fils, avec sa femme Christine et leurs jumelles Grace et Isabelle. 5e sur les 7 km du chrono initial, David Millar. Maillot jaune au Futuroscope en 2000, victime d'une chute à Dunkerque l'an passé. L'Écossais a surmonté la fatigue d'une mononucléose en début d'année. Il rêve d'une victoire d'étape sur ce Tour. Quatrième, Santiago Botero, le Colombien aux yeux clairs. Rouleur surpuissant, il a remporté les 2 grands chronos du Tour d'Espagne et il a dominé Armstrong contre la montre lors du Dauphiné un mois plus tôt. Troisième, une surprise, le Lituanien Raimondas Rumsas, ancien vainqueur du Tour de Lombardie. Il découvre le Tour à 30 ans. Deuxième, Laurent Jalabert. On ne l'attendait pas si bien, si tôt, après son inflammation périnéale, mais le tracé du prologue lui plaît. Il l'a senti dès sa première reconnaissance. Le Mazamétain réalise le meilleur prologue de sa carrière dans le Tour. Temps à battre, avant Lance Armstrong. Et Armstrong surgit en bleu de chauffe. Pour bien montrer que rien n'est acquis, il se présente en maillot de marque, rompant avec la tradition qui veut que le vainqueur de l'année précédente arbore le maillot jaune au prologue. À mi-parcours, Armstrong a 4 secondes de retard sur Jalabert, mais fidèle à lui-même, avec sa pédalée sauvage, fluide et rapide, il brise le suspense. Maillot jaune, pour 2 secondes. « 192 km 500 pour la première étape du Tour. Une boucle autour de Luxembourg qui épouse les contours du Grand-Duché. Journée d'espoir pour Eric Zabel, dont c'est l'anniversaire, et pour Laurent Jalabert, maillot jaune virtuel après le premier sprint intermédiaire. Première étape et première chute. Une vingtaine de coureurs à terre dès le 53e kilomètre. Une autre chute collective un peu plus loin. Parmi les victimes, Didier Rousse et Christophe Moreau, à peine remis d'une autre gamelle violente avant le championnat de France.
La course s'emballe à 45 km de l'arrivée. Dans la côte de Wormeldange, un mur de 800 mètres avec un passage à 18%. Verbrugge accélère, prise en chasse par Bogert. Armstrong suit, puis Bottero, Kivilev, Millard, McGee, Algan, Ivanov. Échappée royale. Attention chute dans le peloton, attention chute. Échappée royale, mais sans le dossard 61. Christophe Moreau, décidément maudit. Il est encore tombé et il a mal partout, au coccyx, au cervical, au genou, à la cheville. Le peloton regroupé, un homme surgit sous la flamme rouge. Un Suisse de 23 ans, originaire du Tessin, un inconnu qui dort en pyjama et qui n'a jusque-là remporté qu'une seule victoire en 3 saisons chez les professionnels. Ses coéquipiers le surnomment Barrichello à cause de son prénom, Rubens. À Luxembourg, Rubens Bertoliati fait coup double, étape et maillot jaune. Corps endolori et moral à 0, Christophe Moreau termine 139e à 3 minutes 20. Sale entame. La veille, le jour de ses 32 ans, Eric a raté la victoire, mais le Tour entre en Allemagne et Zabel, père et fils, rêvent d'un succès à Saarbrück, doublé, pourquoi pas, du maillot jaune. Sylvain Chavanel lance la fugue du jour. Le peloton résiste. Chavanel insiste. Il reçoit le renfort du Norvégien Hushovd et de Stéphane Bergès, déjà échappé pendant plus de 120 km dans la première étape. Le trio prend ses distances, mais pas ses aises. Avance maximale, 4 minutes 50. Un trio qui devient duo quand Thor Hushovd craque. Du jamais vu ou presque dans le cyclisme de compétition. Perclus de crampes, Hushovd ne peut plus rouler, il s'arrête, repart, s'arrête à nouveau, repart encore, le tout 4 fois. Il finit au courage, dépassé par le peloton, et évite de justesse la mise hors délai, dernier de l'étape, à plus de 19 minutes. À l'avant, Sylvain Chavanel et Stéphane Bergès n'ont pas pu résister. Ils sont repris à 30 km de l'arrivée, après 153 km d'échappée. La fin d'étape est nerveuse, les offensives se multiplient. L'eau quotidien des premiers jours du Tour, les chutes. À proximité du but, les télécoms font le pressing et verrouillent le peloton. Pas question de se laisser piéger comme la veille. Le train rose œuvre pour Zabel. Dans le dernier virage, une chute élimine encore du sprint Nazon et Flickinger. Zabel et McEwen semblent les plus rapides, mais Fréré surgit à gauche le long des balustrades et double l'Allemand et l'Australien. Un champion du monde vainqueur d'étape sur le Tour, on n'avait plus vu ça depuis Bernard Hinault en 1981. Pour se parer du jaune, Zabel, en vert, devait finir premier ou deuxième. Il est troisième. Grâce à Fréré, Rubens Bertoliati obtient un bonus de 24 heures. Pour la troisième étape, le Tour rentre en France. 174 km 500 entre Metz et Reims. Bertoliati a sauvé sa tête la veille, mais il sait qu'elle est toujours mise à prix. À l'attaque, un duo de Mayennais, raid initiatique pour Franck Renier, chaperonné par un expert, Jackie Durand. L'avance culmine à 11 minutes, avant que les lotos ne viennent en aide aux télécoms pour réduire l'écart.
Pour le Crédit Agricole, la série noire continue. Après les chutes de Moreau et les crampes du Choft, voici la crise de tachycardie de Stuart O'Grady. Son cœur s'emballe. Son pouls montera jusqu'à 230 pulsations minutes. À 8 km de l'arrivée, Jackie Durand et Franck Renier cèdent. Ils ont parcouru 160 km en tête de la course. L'étape se jouera donc au sprint. Reims sacre le champion d'Australie, Robbie McEwen, ceint de son maillot national, et déjà vainqueur d'étape sur le Tour aux Champs-Élysées en 99, en gros progrès cette saison. Eric Zabel, deuxième, se console avec le maillot jaune. Jour de stress sur le Tour au départ de la 4e étape, un contre-la-montre par équipe de 67 km 500. C'est le premier grand rendez-vous de l'édition 2002. Du plus petit au plus grand, tous les coureurs sont concernés. Dans cet exercice, impossible en effet de cacher la moindre faiblesse. Laurent Jalabert flirte avec le jaune depuis le départ de Luxembourg. Il sait qu'une nouvelle occasion se présente à lui. Son équipe est homogène. Elle ne compte pour ainsi dire que des rouleurs. Et de fait, la CSC Tiscali est en tête aux 2 premiers pointages intermédiaires. Jalabert est virtuel maillot jaune. Il y croit jusqu'à la crevaison de Stansted, à 20 km du but, qui désorganise l'équipe. Certains attendent le champion du Danemark, d'autres non. Mais en temps fatale, l'équipe se contente de la 3e place. Pour Jalabert, la désillusion est cruelle. Ce contre-la-montre, l'US Postal peut le redouter. Souvenir d'une équipe disloquée sur le pont de Saint-Nazaire en 2000, réminiscence de la chute d'Heras et Van de Velde en 2001. Cette fois pourtant, la trajectoire est nominale. Aucun pépin ne vient affecter le bel ordonnancement de la machine américaine. 2e place à l'arrivée, à 16 secondes des vainqueurs. Et les lauréats, ce sont eux, les Espagnols de la puissante Once. Des spécialistes, déjà dominateurs dans cette discipline 2 ans plus tôt, propulsant alors Jalabert vers le trône. Le nouveau roi n'est pas le leader désigné, Bellocchi. C'est là encore un spécialiste du chrono, Igor González de Galdeano. Au classement général, la Once place 7 hommes dans les 10 premiers, dans le sillage de González de Galdeano. Maillot jaune, avec 4 secondes d'avance sur Bellocchi et 7 sur Armstrong. Au chapitre incident mécanique, la palme revient à l'Espagnol David Latassa de la Banesto. Guidon en vrac à Château-Thierry. Le premier abandon du Tour survient entre Soissons et Rouen. Tom Stills, le champion de Belgique, renonce. Affaibli par un virus, il avait déjà été lâché les jours précédents. Abandon, un mot à écrire au pluriel, à cause des chutes, toujours. Principale victime, le jeune Italien de la Lampre, Marco Pinotti, choqué, nez cassé, menton touché. Il est transporté vers le centre hospitalier universitaire de Rouen. Fin de voyage aussi pour le Belge Rick Verbrugge, qui avait pourtant rallié l'arrivée, clavicule brisée. Le vent de côté provoque des bordures, les offensives se multiplient et 5 audacieux trouvent l'ouverture. L'Italien Casagranda, le champion du Danemark Sandstad, l'Estonien Kirsipuu, le jeune Français Edalen et le Belge Dirk Sens. Pour la première fois depuis Luxembourg, l'échappée va au bout. Kirsipuu, qui fait figure d'épouvantail, saisit cette occasion en or. Il gagne à Rouen devant Sandstad et Dirk Sens. Belle récompense pour un coureur très sérieusement blessé au genou à la mi-mars, heurté par une voiture. « 13, un chiffre facile à retenir pour la première chute du jour. 13e kilomètre, plusieurs coureurs sont jetés à terre, dont Udo Bols, Eddy Seigneur, le jeune Belge Christophe Brandt et David Millard. L'Écossais est touché au genou et au tibia. Pour Damien Nazon, la Scoumoun continue. Son hématome à la cuisse le fait encore souffrir et naturellement, il est encore tombé.
Sur la route, l'orage éclate, bref et violent sur Nico Matan et ses compagnons. Images insolites d'un tour sans eau qui suivra 3 semaines durant la course du soleil. Début ou fin d'étape, c'est la litanie des chutes. Alexandre Scheffer, le Kazakh, blessé au visage, est contraint à l'abandon à son tour. Dominé jusque-là par Frère et McEwen, Eric Zabel tient enfin son étape. Il lance le sprint, résiste et triomphe à Alençon. C'est sa 12e victoire d'étape dans le Tour, autant que Cipollini. David Etchebarria joue les funambules peu après le départ. Un début de course serein pour le peloton, le calme avant la tempête, car le final de cette 7e étape sera tout simplement infernal. Mais personne ne le sait encore, ni le maillot jaune, ni Lance Armstrong. Un final où chutes et accrochages vont encore meurtrir le peloton, à l'image de Christophe Moreau. Décidément une sale habitude pour le Belfortin cette année, mais cette fois, on craint l'abandon, souffle coupé. Moreau doit récupérer avant de repartir. Dans le fossé, un champion du monde, Oscar Freire, il souffre du bas du dos, son point faible. Touché, et pour le compte, Didier Rousse. Clavicule cassé, Rousse doit arrêter. Saison noire pour l'ancien champion de France. À l'ombre du Mont-Saint-Michel, à quelques encablures d'Avranches, le mauvais œil frappe encore. Il ne reste que 3 km. Le guidon d'Armstrong se prend dans la roue des races, son coéquipier espagnol. Armstrong évite la chute mais reste bloqué. Il est contraint à une poursuite menée à un rythme infernal. À Avranches, Orio, l'étudiant en philo, pense trop à la victoire. Résultat, elle lui file sous le nez lorsque McGee surgit. Le petit génie de la piste remporte son plus beau succès chez les pros. Armstrong, 91e entre Tafi et Jalabert, débourse 27 secondes. Moreau, 174e de l'étape, est désormais relégué à plus de 10 minutes au classement général. Dimanche 14 juillet, de Saint-Martin-de-Landelle à Plouay, de la Normandie à la Bretagne, tous les coureurs français rêvent de célébrer à leur manière la fête nationale. Les Français ne sont pas les seuls à vouloir la victoire. Les attaques fusent, le rythme est échevelé, plus de 47 km/h de moyenne. 7 coureurs parviennent finalement à se détacher, dont 2 équipiers de la Rabobank, Decker, l'ancien, et Krohn, le jeune, plus 3 Français, Auger, Renier, Hinault. À l'arrivée, le bleu-blanc-rouge sera bien à l'honneur, mais en version horizontale, comme le drapeau des Pays-Bas. Triplé Batave en Bretagne, Krohn à droite, devant Knaven, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, et Eric Decker, presque aussi heureux que son coéquipier. Lanester-Lorient, 52 km contre la montre, rendez-vous incontournable des favoris du Tour. Un chrono qui ne sourit pas à Laurent Jalabert. Déjà distancé au premier pointage intermédiaire, le Français perd ses illusions et plus de 3 minutes 30. Moral atteint après ce nouvel incident. González de Galdeano, lui, tient 6 semaines plus tôt, au Midi Libre, il avait vaincu Armstrong dans l'effort solitaire. 4e de l'étape, il préserve son maillot jaune. Troisième, l'homme au braquet démesuré, l'Ukrainien Sergi Onchar, un autre spécialiste du chrono. Il est à 18 secondes du premier.
Un bisou à papa, mais les encouragements de Luke Armstrong ne suffiront pas ce jour-là pour faire gagner son père. Faiblesse momentanée, moins grande efficacité dans le registre du contre-la-montre ou erreur de braquet, tant l'Américain mouline plus encore qu'à l'ordinaire, comme s'il se singeait lui-même. Toujours est-il qu'Armstrong est battu, dominé dans un chrono long pour la première fois depuis qu'il régente le Tour. Le gagnant, c'est Santiago Botero, l'homme qu'il avait déjà défait au Dauphiné. Tête dans les épaules, puissance effrayante, Botero, sacré meilleur grimpeur 2 ans plus tôt, offre à son pays, la Colombie, son premier succès dans un contre-la-montre du Tour de France. Botero devance Armstrong de 11 secondes. Écart minime, mais bon coup psychologique assurément. De quoi alimenter les plus folles spéculations, les rêves les plus insensés lors de la journée de repos et du transfert vers Bordeaux. Armstrong est-il prenable? Armstrong est-il toujours Armstrong? La réponse ne tardera pas. Avant les Pyrénées, il reste encore une journée. L'étape est courte de Bazas à Pau, 147 km plat, puis vallonné. Les attaques fusent dès le départ. La moyenne est très élevée, près de 49 km à l'heure. C'est la 3e moyenne de l'histoire du Tour. Même les sprinteurs s'y mettent. Combat de roi au sprint intermédiaire de Roquefort ou McEwen devant Zabel et O'Grady. La bonne échappée est emmenée par 2 Français, Patrice Algan et Jérôme Pinault, avec des clients dans la roue. Dirksens et O'Grady, bien remis de sa crise de tachycardie. À 8 km du but, Patrice Algan démarre. Une attaque sèche, incisive, bien dans son style de puncher. Le coureur de Pornichet va chercher son étape, la première victoire française sur ce Tour 2002, acquise par le représentant d'une équipe qui ne devait pas initialement participer au Tour. Jérôme Pinault, 22 ans, le benjamin du Tour, est 2e et déçu. À 4 minutes, Cook règle le sprint du peloton devant McEwen. Pour 1 point, le champion d'Australie dépouille Eric Zabel de son maillot vert. Minute de silence à Pau, avant d'aborder la montagne. Un enfant est mort la veille, renversé par un véhicule de la caravane. Le maillot jaune, Igor González de Galdeano, part lui sans son frère. Son coéquipier Alvaro, contraint à l'abandon dans l'étape précédente. Un menu de choix attend les coureurs pour entamer les Pyrénées. Aubisque puis Tourmalet jusqu'à la Mongie. Le héros du jour ne reste pas longtemps caché. Laurent Jalabert, qui a annoncé à Bordeaux sa retraite sportive pour la fin de la saison, enflamme le Tour. Echevarria, son ancien coéquipier à la Once, l'accompagne un moment, puis lâche prise sur les pentes de l'Aubisque, à 5 km du sommet. Comme un an plus tôt, vers Saint-Lary-Soulan, Jalabert se lance dans une de ses chevauchées qu'il affectionne. Au sommet du premier col hors catégorie du Tour, Jalabert passe seul. Echevarria est à 1,15, le peloton des favoris à 2 minutes 10, emmené par Patrice Algan qui devance McGee et Viran.
La descente du Soulor est sans pitié. Le champion du Danemark, Stansted, est le plus sérieusement blessé. Cage thoracique enfoncée, côte cassée, poumon abîmé, clavicule fracturée. Il est évacué vers le service de réanimation de l'hôpital de Tarbes. Karsten Krohn, le vainqueur de Plouay, est lui aussi jeté à terre. Tout comme Bradley McGee, lancé dans un numéro d'équilibriste à la poursuite de Jalabert. Au sol encore, Jens Voigt, le baroudeur allemand, touché au genou. Sale journée aussi pour les sprinteurs. Yann Kirsipou renonce après 100 km au ravitaillement d'Eero Sarbuix. Laurent Jalabert a profité de la descente pour accroître son avance, mais l'écart maximal n'atteint pas les 4 minutes. Derrière, le peloton ne relâche pas la pression. L'US Postal entre en action. Armstrong fait rouler ses équipiers. Il va condamner Jalabert, qui compte pourtant encore 3 minutes d'avance à 10 km de l'arrivée. Armstrong sent que González de Galdeano est à sa portée. À 5 km du but, le maillot jaune est décramponné. Heras impressionne au service exclusif de Sa Majesté Armstrong. Seul Bellocchi peut suivre. À 3 km et demi de l'arrivée, Laurent Jalabert est repris après 120 km d'échappée. Échange de regards entre seigneurs et le combat continue. Objectif pour Armstrong, creuser l'écart sur González de Galdeano et sur tous ses rivaux. Distancé, Leipheimer, Moreau, Mancebo, Moncoutier, Kivilev. Lâché aussi le champion de France, Nicolas Vaugondi, Santiago Botero, l'épouvantail de Lorient. Et Richard Virenque, à la peine. En vue de la ligne, Armstrong accélère. Coup double pour l'Américain. Il va remporter l'étape et endosser le maillot jaune. Les doutes nés en Bretagne sont dissipés. À la Mongie, Bellocchi est deuxième, Heras troisième. Fidèle à ses bons vieux principes, Armstrong a frappé fort dès la première arrivée en altitude. Après sa folle chevauchée, Jalabert finit 9e, devant l'ancien leader González de Galdeano. À nouveau en jaune, Armstrong triomphe sur le podium et rend hommage à ses coéquipiers. Je dédicace les victoires pour l'équipe, mais spécialement pour Roberto Heras. C'est incroyable. De Lannemezan au plateau de Beille, c'est la grande étape pyrénéenne. 198 km, des rivières à franchir, mais surtout 5 cols à gravir. Mante, Portée d'Aspet, col de l'Accord, col de Port, avant l'ascension finale vers le plateau de Beille. Christophe Auriol, un courageux, joue les éclaireurs, malgré une fêlure au coccyx. Dès les premières pentes du col de Mante, Jalabert accélère en tête de peloton, accompagné par Richard Virenque. Les principaux prétendants au maillot à pois découvrent leur jeu. Jalabert ne trouve pas l'aide escomptée pour un long raid. Il insiste quand même et se lance seul à la poursuite d'Auriol. Au sommet du col de Mante, Christophe Auriol, ancien vainqueur d'étape au Dauphiné, conserve une trentaine de secondes d'avance sur Jalabert, qu'il rejoindra peu après, au pied du Portée d'Aspet. Dans le dernier kilomètre d'ascension du Portée d'Aspet, Jalabert lâche Auriol et passe seul au sommet, tandis que le Suisse Laurent Dufaux et l'Espagnol Nozal sont sortis en contre.
Prise de risque au quotidien. Nouvelle chute dans la descente. Comme un boxeur groggy, l'Allemand Niermann est soutenu par Gérard Porte, le médecin-chef du Tour de France. C'est désormais un trio qui ouvre la route du Tour. Trio sur le papier, Dufaux, Jalabert, Nozal. Mais duo dans les faits, car l'Espagnol ne roule pas sur ordre de son directeur sportif. Heureusement, Dufaux et Jalabert s'entendent parfaitement et le Français engrange les points au classement du meilleur grimpeur. L'écart atteint 5 minutes 40. Aux cabanes, au pied du plateau de Beille, le peloton conduit par l'US Postal a accéléré l'allure. L'écart est réduit à 2,50. Dès les premières rampes, Jalabert distance Dufaux et Nozal. Il tente un dernier baroud. Comme la veille, Jalabert est repris, cette fois à 9 km du sommet. Il a parcouru 143 km en tête de la course et franchi 3 cols en première position. Comme la veille, Armstrong fait donner sa garde, José Luis Rubira en figure de proue. Comme la veille, les adversaires de l'Américain souffrent et sont décramponnés. Botero le Colombien, Serrano et González de Galdeano les Espagnols et Rumsas le Lituanien. Armstrong lâche ses derniers accompagnateurs à 6,5 km de la ligne. Pas de démarrage, une simple accélération suffit pour décramponner Bellocchi et Heras. Implacable, Armstrong est bien le roi des Pyrénées. Personne derrière. 2 victoires en 48 heures, l'opposition est balayée. Et l'US Postal assure même le doublé grâce à Heras qui domine Bellocchi pour les places d'honneur. Botero est 4e à 1 minute 11 devant González de Galdeano. Rumsas est à 1 minute 23. David Moncoutier, premier français avec Merckx Leipheimer et Stéphane Goubert, termine à près de 3 minutes. Loin derrière, à plus de 10 minutes, Jalabert achève sa chevauchée, à son rythme. Il a gagné le cœur des supporters et l'estime de ses pairs. Laurent Dufaux, le Suisse, son compagnon d'échappée. Inigo Cuesta, l'Espagnol, son ancien coéquipier. Franck Renier, le Mayennais, qu'il détrône pourtant comme coureur le plus combatif du Tour, lui rendent un hommage appuyé. Sur le podium, Laurent Jalabert endosse un maillot à pois qu'il ne quittera plus. La poignée de main du patron du Tour, Jean-Marie Leblanc. Un échange avec Richard Virenque. Le bonjour de Lance Armstrong. C'est tout le peloton qui salue Jalabert après sa traversée des Pyrénées. Stop, départ réel, donné. 13e étape de transition vers Béziers. Transition pour les uns, constance pour le maillot à pois qui grappille quelques points supplémentaires sur les reliefs du début de parcours. Jalabert, encore échappé, presque malgré lui, dans un groupe de 11, devant la citadelle de Carcassonne. « 13 minutes et 30 secondes d'avance à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. C'est l'écart en faveur du groupe emmené par l'élégant Millard, avec d'autres rouleurs de gros calibre comme Julik et Laurent Jalabert, accompagné de 2 autres Français, Laurent Brochard, l'ancien champion du monde, et Miguel Martinez, le champion olympique de VTT, néophyte du Tour.
Alors tu vois que lui, il ne prend pas les relais. Hein? Tu roules pas beaucoup. Parce que... c'est pour ralentir les autres, je sais pas. Non, tu dois travailler avec les autres, mais pas aller à bloc seulement toi. Ok. Hein? Ouais. Parce que si tu arrives, prends l'échappée devant, ça va au bout. À 18 km de Béziers, Jalabert porte une attaque, ou plutôt une longue accélération. Idéal pour un contre. Signé Millard. Millard rendra d'ailleurs hommage aux Français après l'arrivée. Dans son regard, j'ai vu qu'il n'avait pas les jambes, alors il a fait le maximum pour m'aider, confiera l'Écossais. Les 11 ne sont donc plus que 5 à se disputer la victoire. Et Millard s'impose, en force. Le matin même, par écrit, il s'était engagé auprès de ses coéquipiers à gagner cette étape. Le Ventoux, un géant pour terme de la 14e étape. Tous le craignent, même Lance Armstrong. Le géant de Provence n'inhibe pourtant pas un groupe d'audacieux. Ils sont 11 à tenter l'impossible. Et parmi eux, Richard Virenque avec 3 autres Français. Stéphane Auger, Anthony Morin et Christophe Edalen. Et encore le petit grimpeur russe, Alexandre Botcharov. Au pied du Ventoux, abordé par Bédouin, le groupe de tête explose. Il reste 21 km pour se hisser au sommet, à 1912 mètres d'altitude. Les 11 ne sont plus que 4. Alexandre Botcharov, Richard Virenque, Michel Pradera, Marco Serpellini. Puis 3 quand l'Italien cède. Et bientôt 2 lorsque l'Espagnol se range pour servir de point d'appui à son leader, Joseba Bellocchi. Car derrière, les ténors n'ont pas renoncé à la victoire d'étape. Armstrong n'a jamais gagné au Ventoux. Il veut s'imposer et Roubiera hausse le ton. Le duo franco-russe croit pourtant en ses chances, surtout Virenque, qui a déjà gagné 2 fois au Ventoux dans le Dauphiné. Il veut se racheter après ses Pyrénées ratées, il distance Botcharov. Les 11C de Bellocchi prennent la course à leur charge. Azevedo en première ligne, aux côtés d'Armstrong. Botero craque d'un seul coup. Il est au supplice, repris par Sevilla et incapable de le suivre. Au sommet, l'homme de Medellín perdra ses illusions et un quart d'heure. Joseba Bellocchi joue son va-tout. Seul Lance Armstrong répond à l'offensive. Il rattrape l'Espagnol pour le contrer presque aussitôt. Le Basque retiendra la leçon. On n'attaque pas impunément le maître du tour. Armstrong s'envole, plus impressionnant que jamais. Dès lors, un duel à distance s'engage. Virenque, échappé de la première heure, résistera-t-il au retour du roi?
l'Américain veut inscrire son nom au sommet du Ventoux. Il n'a jamais gagné sur ces pentes arides qui lui résistent encore. Et il n'a pas oublié l'épisode Pantani 2 ans plus tôt. Sa poursuite est farouche, son rythme effréné. Suspense. Et Virenque tient bon, avec son mental à décrocher les montagnes. Ça tombe bien. Il résiste jusqu'au bout, 202 km d'échappée pour une victoire qui fera date dans sa carrière. Son 5e succès d'étape sur le Tour, après Luzardinen, Cauterets, Courchevel et Morzine. Alexandre Botcharov, lui non plus, n'a pas été repris. Le petit grimpeur russe installé près de Saint-Gaudens finit 2e à 2 minutes, juste devant Lance Armstrong, qui surgit sur ses talons dans le dernier virage. Armstrong, maillot jaune renforcé, plus solide que jamais, mais avec une pointe de déception au fond du cœur. Le Ventoux, décidément, se refuse à lui. Peut-être c'est pas possible pour moi de gagner cette étape, cette montée. Je ne sais pas, c'est une difficile call. C'est spécial, mais chapeau pour Richard. Derrière les héros, Virenque et Armstrong, les prétendants aux places d'honneur à Paris se disputent les accessites. Bellocchi paye son audace, lui qui pour une fois a osé défier le maître. Il préserve toutefois sa 2e place au classement général. Au sommet, c'est l'accolade des grognards. Jalabert en maillot à pois, Virenque vainqueur d'étape, 621 km d'échappée à eux deux en 4 jours. Repos, une vraie journée de repos près de Vaison-la-Romaine, pétanque improvisée pour Virenque, Botcharov, Axel Merckx et Miguel Martinez. C'est la plus longue journée du Tour, 226 km pour la première étape alpestre, Vaison-la-Romaine, les Deux Alpes. Photographe en nombre pour la tournée d'adieu de Laurent Jalabert. Grand sourire du Mazamétain, mais regard fixé sur Richard Virenque, qui n'a pas encore renoncé à son objectif initial, le maillot à pois. Duel sur la route et dans les cœurs. Mario Hartz et Santiago Botero sont les principaux animateurs du jour, bientôt rejoints par 5 autres fuyards, dont Axel Merckx, qui passe en tête au col de la Grimone, 2e des 7 difficultés du jour, recensées au challenge du meilleur grimpeur. Un col que n'a pas atteint Christophe Moreau, épargné depuis une semaine et qui retombe, rattrapé par la guigne. Une nouvelle chute, une de trop. Cette fois, Moreau jette l'éponge.
L'US Postal assure le tempo, mais sans agressivité aucune. Benoît Joachim, le luxembourgeois d'Ossard 5, coéquipier d'Armstrong, traîne même en queue de peloton, distrait pour le plus grand malheur de Sylvain Chavanel. Ce n'est décidément pas le tour des bons jours, accablés par le mauvais sort, comme leurs collègues du Crédit Agricole. Après Bourdoisan, dans la montée des Deux Alpes, Merckx attaque, suivi par Hartz, mais ils sont contrés par Bottero. Défaillant au Ventoux, le Colombien s'était juré de prendre très vite sa revanche. Éloigné au général, il a la bénédiction d'Armstrong. Ses compagnons d'échappée, il s'en charge. Bottero triomphe aux Deux Alpes, c'est sa deuxième victoire après Lorient. Il égale le fameux Lucho Herrera, seul Colombien vainqueur de 2 étapes dans un même Tour de France. C'était en 85. La joie de Bottero, radieux sur la ligne, après un raid de 166 km. La deuxième place de l'étape se joue entre Belges. Axel Merckx, qui souffre de la selle depuis 3 jours, est repris puis distancé par Mario Hartz, à 3 km du but. Pour le 4e rang, sprint entre Français, Emmanuel Magnin devance l'espoir Sandy Cazard. Bellocchi démarre aux 800 mètres et surprend un instant un Armstrong tête en l'air, mais l'Américain recolle sans difficulté. À l'arrivée, Rumsas finit devant Bellocchi et Armstrong, serein et sûr de lui. Les Deux Alpes la Plagne, c'est l'étape reine du Tour. Au menu des géants, Galibier-Madeleine et l'interminable montée vers la Plagne, 3 ascensions de difficulté maximale, répertoriées hors catégorie. Après 2 semaines et demie de course, le peloton est fatigué. Le Lotharin et les premières pentes du Galibier sont escamotées. Mais quand Bottero sonne la charge devant Jalabert, le rythme change du tout au tout. Le Colombien va franchir seul le toit du Tour à 2645 mètres d'altitude. Deuxième, Laurent Jalabert accroche des poids à son maillot devant Unai Ossa et Michael Bogert. Déjà. Un peu plus loin, Armstrong est bien au chaud, patient, entouré de sa garde bleue. Dans la descente, O'Grady fait le spectacle, numéro pour seuls initiés. Vigilance obligatoire pour Hunter, qui fait lui aussi la descente. Et il n'est pas le seul.
Oscar Sevilla à pied, c'est la surprise et une grosse déception. Annoncé malade, l'Espagnol était pourtant échappé un peu plus tôt au Galibier. Il avait déjà failli abandonner la veille. Laurent Dufaux, le Suisse, renonce lui aussi. Tout comme la Lanterne Rouge. Jimmy Casper, souffrant d'une bronchite, à la peine depuis les Pyrénées. À l'avant, ça bouge. Les 11C sont en nombre dans le groupe de tête. 3, Azevedo, Pradera et encore Nozal. Dans le sillage de Jalabert, toujours, et Dunayosa. À la sortie de Valloire, un homme s'est enfui, Michael Bogert, l'ancien champion des Pays-Bas. Plus personne ne le reverra. À la Madeleine, à 2000 mètres d'altitude, Bogert possède 3 minutes 20 secondes d'avance sur un premier groupe, emmené par Laurent Jalabert et Miguel Martinez. Le Hollandais volant ne flanche pas, loin de là dans la vallée de la Tarentaise, où les contre-attaquants se coalisent. O'Grady, toujours là, Turpin, Merckx, Jalabert, Martinez, Maillot. Mais ils sont trop loin et Bogert trop fort. Il continue à accroître l'écart. 4 minutes 50 à 20 km du but et 7 minutes 15 sur le peloton maillot jaune. Carlos Sastre, le coéquipier de Jalabert, passe à l'offensive dans l'ultime montée. Une attaque sèche, violente. Il reprend un à un tous les échappés. Maillot est dépassé. Bientôt, il n'en reste plus qu'un. Bogert. Jusque-là très à l'aise, le Néerlandais semble flancher d'un coup. La menace Sastre se précise. Dans le groupe des favoris, à 4 km de l'arrivée, le maillot jaune démarre et creuse immédiatement l'écart sur ses adversaires directs, incapables de répondre. Il rejoint Sastre, auquel il ne disputera pas la deuxième place de l'étape. Bogert a gardé ses distances et triomphe. Fou de joie, l'échappée du jour fait 128 km, dont 85 en solitaire. Contraste avec son précédent succès dans le Tour à Aix-les-Bains en finisseur sous la pluie en 96. Ce jour-là, un certain Armstrong, usé par un cancer qui n'avait pas encore dit son nom, avait abandonné le Tour. Une trentaine de secondes derrière le maillot jaune, Bellocchi fait le sprint pour la 4e place. Il conforte son 2e rang au classement général. Un chantier, cette dernière étape des Alpes entre M et Cluse, selon l'expression même des coureurs. Une journée courte, donc nerveuse, les attaques fusent dès le Cormet de Roseland. Une échappée se constitue avec un Belge, Hartz, un Italien, Frigo, 2 Espagnols, Gutiérrez et Leizeka, et un second transalpin, Guerini, qui se raccroche au bon wagon. Comme les jours précédents, il y a bonne sortie pour les courageux. Au Cormet de Roseland, à 1968 mètres d'altitude, Hartz passe en tête devant Frigo, Gutiérrez, Leizeka et Guerini. Il reste 3 cols et 110 km à couvrir. Ils ne sont plus que 3 ouvreurs dans le col suivant, au saisie, Frigo, Hartz, Guerini. Gutiérrez et Leizeka ont été décramponnés.
Un contre se dessine avec Jalabert et son coéquipier Sastre, décidément très entreprenant et en plein conciliabule. Avec aussi David Moncoutier, le premier Français au classement général. Mario Hartz franchit encore le col des saisies au premier rang devant Frigo et Guérini. Jalabert en contre-attaque est à 2 minutes 50 avec Sastre, Ushoft, Yakshe, Leiseka et Kazar. Jalabert a tant donné depuis le début du tour qu'il flanche aux Aravis. Décramponné, Laurent. David Moncoutier imprime le rythme de la contre-offensive qui comprend un autre Français, Laurent Lefebvre. Au col, Hartz toujours passe en tête devant ses compagnons de fugue. Pour Miguel Martinez, très en vue les jours précédents, ça va moins bien. Panne de cuisse, eh oui. Botero lui va bien, merci. Échappé dans la colombière, le Colombien surpuissant effectue un rapproché spectaculaire. Il rejoint les contre-attaquants, mais pas le trio de tête, à l'abri depuis bien longtemps. Mario Hartz fait le grand chelem au sommet de la Colombière. Il a franchi en tête les 4 cols du jour. Reste l'ultime descente que Dario Frigo aura bien du mal à négocier avec ses compagnons. Pour la victoire d'étape, Guérini tente la belle dans le dernier kilomètre. Il est repris. Et Mario Hartz lance le sprint. Le Belge se contentera d'une seconde, deuxième place en 3 jours. Dario Frigo le déborde le long des balustrades. David Moncoutier est 4e après une belle descente de la Colombière, lui qu'on dit pourtant maladroit. Il devance l'étonnant Ushoft, on en reparlera, et Laurent Lefebvre. À Cluse, malgré une spectatrice inconsciente, Frigo le repenti offre à l'Italie sa première victoire d'étape dans le Tour depuis 2 ans, depuis le succès de Stefano Zanini sur les Champs-Élysées. Cluse, Bourg-en-Bresse. Les Alpes sont passées, mais pas toute la montagne. 7 côtes ou cols sont encore au programme du jour, un terrain propice aux offensives. Et la bonne échappée prend encore dès le 4e kilomètre à l'initiative du Néerlandais Van Bon. Ils sont 10, dont le chasseur d'étape Eric Decker, de gros rouleurs comme Ushoft et Yakshe, et 2 Français, Mangin et Lauder. Les bons jours, qui n'ont encore rien gagné, assurent la poursuite pendant une vingtaine de kilomètres, puis se relèvent. Pour le groupe de 10, c'est l'aubaine. Personne n'est dangereux à l'avant. Armstrong se désintéresse complètement de la situation. Pile, le Danois, Ushoft, le Norvégien, sortent du groupe à 15 km de l'arrivée. Bientôt rejoint par Christophe Mangin, déjà vainqueur d'étape sur le Tour, à Fribourg, en 97. Les 3 hommes se relaient et creusent l'écart. Le trio va se disputer la victoire. Ushoft est le plus puissant, Mangin le plus expérimenté, et Pile, qui a encore du jus, le plus malchanceux.
Hushovd s'impose d'un boyau devant Mangin. Pour le Norvégien, perclus de crampes sur les routes allemandes 3 semaines plus tôt, c'est un beau lot de consolation. Pil, lui, n'a que ses yeux pour pleurer. Il a déchaussé en plein sprint. La lutte pour la 11e place est serrée. Explication. À 48 heures de l'arrivée, le duel est intense pour le classement par points. McEwen en vert devant Zabel et prend 1 point d'avance sur l'Allemand. Régnier du Retz-Macon, c'est le dernier grand rendez-vous du Tour, un chrono de 50 km dans la fournaise. Comme tous les ans, au même stade de l'épreuve, Joseba Běloki doit défendre son rang. Une 3e place contre Christophe Moreau en 2000, une 3e place encore face à Kivilev en 2001, le 2e rang cette fois, et il y parviendra malgré un contre-la-montre moyen ponctué d'une 9e place moyenne. Il avait fait chuter Armstrong à Lorient et insinué le doute. Bottero lui aussi déçoit dans cet ultime chrono. On l'attendait pour tout casser. Il n'est que 8e. 4e tout de même au classement général. Igor González de Galdeano, le maillot jaune de la première semaine est 5e. Une place qui lui va bien, 5e à l'étape et au général, comme en 2001. Entrée dans le Cénacle, place aux spécialistes, David Millar progresse dans les longs chronos. L'Écossais est 4e. Secondes devant l'Écossais, un coureur hongrois. Ce n'est plus une incongruité, surtout contre la montre, tant Laszlo Bodrogi impressionne. 10e au Luxembourg, 5e à Lorient, il gagne encore 2 places. Son temps de référence fait la une pendant près de 2 heures. Avant le Lituanien Raimondas Rumsas et son guidon tordu. 2e à 53 secondes du boss. Avant donc Lance Armstrong, bien décidé à laver l'affront de Lorient dans les vignes du Beaujolais. Le maillot jaune réalise un chrono de feu. Il fait sale comble dans la côte du Fût d'Avena, écrasé de soleil et de spectateurs. Le champion américain remporte sa 4e victoire d'étape sur ce tour, après Luxembourg, la Mongie et le plateau de Beille. La route d'un 4e sacre consécutif à Paris est définitivement ouverte. Entre Melun et Paris, Champagne pour l'US Postal. La plus forte équipe que j'ai jamais eue, dira Armstrong. Photo souvenir de la tournée d'adieu de Laurent Jalabert, parfaitement réussie. Tout le peloton est détendu, sauf eux deux, Robbie McEwen et Erik Zabel. Ils doivent régler une question de suprématie et l'Australien prend l'ascendant au sprint intermédiaire de Champs-sur-Marne.
Zabel règne sur le maillot vert depuis 6 ans. La fin de la série est proche. À Paris, comme tous les ans, les attaques fusent sur les champs. Mais comme chaque année depuis 1995, la force est avec le peloton. Tradition respectée, la dernière étape se jouera au sprint. Les équipiers de Télécom préparent l'emballage pour leur leader, mais Zabel est déporté dans l'ultime virage. Cook croit en ses chances, Nazon aussi. Lorsque McEwen surgit, il part son maillot vert du plus beau des trophées, une victoire sur les Champs-Élysées qui s'ajoute à celle conquise à Reims. Un Australien en petit homme vert pour la toute première fois, un Américain en jaune, c'est devenu une habitude. Regard fixé vers le record, les 5 tours d'Anctil, Merckx, Hinault et Indurain. En les applaudissant tous les quatre au